fait, c'est une première dans Espace Club. On reçoit Amine Samy aujourd'hui. Bonjour Amine. Bonjour Steven. Amine, tu es analyste vidéo individuel de football et aujourd'hui tu as choisi Rémi Cabella. Pourquoi ce choix? Bien, j'ai choisi Rémi Cabella parce que Rémi Cabella, c'est un joueur très technique avec le sens de la passe. Donc, comme on dit en espagnol, c'est un joueur différentiel, c'est-à-dire qu'il doit faire la différence. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce genre de joueur. C'est pour ça que j'ai choisi Rémi Cabella. Très bel accent espagnol, Amine. J'espère que l'analyse sera aussi belle. On passe à l'analyse de Rémi Cabella. Amine, je te laisse la parole pour Rémi Cabella. Alors là, on a le schéma de Saint-Etienne avec Cabella à l'intérieur, puis le schéma de Dijon et le contexte tactique. Alors Amine, je te coupe une première fois, je vais te couper pas mal de fois pendant cette analyse. Pourquoi le contexte tactique est important ici? Je pense qu'en fait, quand on veut analyser un joueur, que ce soit pour l'encenser ou pour le critiquer, c'est très important de mettre en perspective en fait, ses performances par rapport au bloc qu'il va retrouver. Les difficultés qu'il aura, l'équipe contre qui il va jouer, ça va nous permettre de tempérer un peu notre analyse et mieux comprendre. Donc là, comme vous le voyez, il est en train d'évoluer dans un 4-2-3-1 classique chez la SSE. Il est en meneur de jeu, il va avoir affaire à l'équipe d'Olivier Dalloglio qui va évoluer par contre, eux, en 5-4-1. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était annoncé un 4-3-3, mais en réalité, on a vu qu'ils n'ont pas joué en 4-3-3, c'était plutôt un 4-5-1. C'est quoi la difficulté quand on joue en 4-2-3-1 et on est meneur de jeu contre un 5-4-1 ? La difficulté, c'est que vous allez vous retrouver ou dans la densité devant avec deux lignes, ou vous allez vous retrouver entre les deux lignes. Donc là, on va voir l'évolution du jeu. Donc voilà. Là, première situation, il va avoir le ballon et il a les deux lignes devant lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont essayer de tourner. L'image est un peu accélérée, bien sûr. Donc ils vont faire le tour, ils vont essayer de contourner le bloc de Dijon sur le côté gauche. Mais le bloc de Dijon, ce qu'il a de particulier, c'est que ce n'est pas un bloc stérile qui fait que défendre. Ils sont très mobiles, ils vont essayer à chaque fois de coulisser pour les empêcher d'attaquer. Et aussi, une fois qu'ils récupèrent le ballon, Steven, ils sont très techniques, ils peuvent se permettre de faire des relances propres et ne pas jeter la balle de n'importe quelle manière. Ici, on va voir tout de suite le bon dribble de Rosier qui va se débarrasser de Cabella, justement. Et voilà. Ici, on a Tavares qui est en duel avec Loïc Perrin. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'une équipe qui est seulement défensive va faire le boulot au niveau défensif et balancer la balle. Dijon, par contre, on va tout de suite voir que Tavares va résister à la charge, va jouer avec les défenses centrales et ils vont retrouver l'espace. Donc, ils vont faire une sortie très propre. Deuxième situation. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait face aux deux lignes. Là, il se retrouve à l'intérieur de la densité. Donc, il est au milieu des deux lignes. Il comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir toucher le ballon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un appel pour sortir et il va le demander dans l'espace ici. Il est servi d'ailleurs, tout de suite. Voilà, vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'arrive pas à avoir de liaison axiale parce que Berić ne dézone pas, ne descend pas pour pouvoir lui proposer une solution. Donc, il va continuer. Il va refaire tourner le ballon autour du bloc. Et on va rester toujours derrière cette densité. Alors là, c'est la deuxième mi-temps. C'était pour pouvoir montrer qu'en deuxième mi-temps, on a une variante. La défense de Dijon va toujours passer un joueur de la ligne de 5 vers la ligne de 4. Et donc, il y a une volonté de Dijon de presser bien plus haut qu'en première période. Là, le jeu continue. Voilà. Il est un peu embêté par le pressing. Et là, on revient sur Mbila. Là, vous pouvez constater distance entre les deux lignes. On voit qu'il presse beaucoup plus haut. Et cette volonté, d'ailleurs, précède le but de Wesley Saïd. Parce qu'ils ont pressé plus haut, ils ont essayé de construire, et ils ont marqué un but construit par Wesley Saïd, ce qui montre aujourd'hui que là, maintenant, ils sont dans une position où ils espèrent jouer plus haut. Donc là, on a vu l'évolution. Donc 31e minute, 47e, 63e et 82e. Donc au départ, le bloc était resserré. Après, ils ont commencé à aller plus haut, ils ont envoyé une variante, comme on a dit tout à l'heure, et ça montre que là, au niveau du 92e minute, on aura Cabella qui est presque en numéro de 6. On va notamment sur la dernière, en fin de match. Tu m'as dit tout à l'heure que l'image qui va suivre symbolise le Rémi Cabella de Saint-Etienne. Comme tu l'as très bien dit, ça c'était la disposition tactique. Maintenant, qu'est-ce que Rémi Cabella a proposé justement pour pouvoir contrer ces dispositions tactiques? Et comme tu l'as dit, là, l'image qui va arriver résume parfaitement le jeu de Rémi Cabella. Voilà. Donc, il est entre les deux lignes. Tout à l'heure, on a vu les difficultés. Maintenant, on va voir les solutions que propose Cabella. Il y a contact visuel entre M'Vila et Cabella. Il va descendre, créer une ligne de passe qui va être tout de suite exploitée par M'Vila. Il va l'y mettre entre les, voilà, dans l'intervalle. Et là, ce qui est fort, c'est que très rapidement, il va se retourner en peu de touches de balle. Il voit le départ de Berić et lui met une passe magnifique qui pourrait être une passe décisive. Donc c'est ça le point fort de Rémi Cabella. Qu'est-ce qu'apporte cette précision de passe à Saint-Etienne? On a vu qu'on avait du mal à supérer les lignes par des combinaisons axiales. Mais grâce à Rémi Cabella, on peut les supérer via les passes. On a Gabriel Silva qui est en train de partir, il le voit tout de suite, avec une très belle balle en profondeur.
Ici, si ce n'est pas la présence de Rosier qui est très seul au marquage, on a Beric qui est en train de partir dans l'axe. Donc on aurait pu avoir un centre très dangereux de la part de Gabriel Silva. Voilà la capacité de Rémi Cabella de pouvoir aider l'équipe d'une manière en fait verticale via la passe. Donc là, vous voyez rapidement, jeu long, jeu court, il varie très bien. Il a une facilité à jouer le jeu long. Et voilà, justement, une autre faculté de Rémi Cabella qui est importante. Il n'y a pas que les passes en profondeur. Quand Rémi Cabella se retrouve dans les petits espaces, il arrive à toujours jouer en une touche de balle, fluidifier le jeu et libérer le ballon très rapidement pour ses partenaires. Là, on voit l'exemple avec Gabriel Silva. Une touche de balle, hop, et là, il va avoir un centre dangereux. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il arrive à libérer le ballon très rapidement. Même s'il n'est pas appliqué directement sur le but de Beric, ici, on voit très bien qu'il est au milieu de la densité. Il y a Selnaes qui le voit, qui essaie de jouer directement sur lui. Ici, on voit que les défenseurs et les joueurs de Dijon vont être attirés par Cabella. Mais contrairement à un autre milieu de terrain qui va faire 2, 3 ou 4 touches de balle, Cabella va jouer directement sur Bamba. Ce qui va se passer, c'est que quand les joueurs vont arriver sur lui, finalement, leur pressing va servir à rien parce qu'il va tout de suite donner à Bamba. L'action va se fluidifier et c'est suite à cette action-là même qu'on va profiter des organisations, le centre et le but de Beric. Donc voilà, après, il y a aussi quelques ratés, c'est normal. Ce n'est pas un extraterrestre, il est quand même à quelques passes ratées. Donc. Et ici, on va s'attarder sur ça. Voilà. C'est une petite tendance de Cabella qui est que comme il est très bon dans le jeu court et dans la remise rapide, parfois quand le jeu est en bloc contre bloc, c'est-à-dire que ici, ce n'est pas une situation de contre. Le bloc de Dijon est déjà en place, le bloc de Saint-Etienne essaie de jouer dans le camp adverse, il a tendance à rejouer vers la densité, alors qu'ici on a vu Debuchy revenir vers lui, et ici on a Selnaes qui réclame le ballon. Donc, si vous voyez le contraste entre la densité et l'espace disponible, ça aurait été préférable pour lui de venir vers l'espace. C'est le petit bémol qu'il y a de temps en temps. Mais sur la passe, on ne peut vraiment rien lui reprocher, parce qu'il est vraiment dans une situation où il est très fort sur la passe et la dernière passe. Donc ici, vous voyez que, pareil, il a un peu insisté sur le côté droit. Là, on arrive sur la gestion de la technique individuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer la gestion de la technique individuelle? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, tout à l'heure, on a montré qu'il avait une capacité de passe très très élevée. Mais pour pouvoir déstabiliser un bloc en place comme ça, on a deux solutions. Ou vous faites des combinaisons, vous passez par la passe, ou vous allez casser la première ligne via le dribble. On sait que Rémi Cabella est un joueur de ballon. On veut voir maintenant comment il utilise sa technique individuelle, justement pour pouvoir déstabiliser la défense adverse. Donc après la passe, le dribble. Le dribble, voilà. Donc voilà, ce n'est pas un dribbleur qui est on va dire, égoïste. C'est un dribbleur qui est très collectif, qui va mettre son sens du dribble au service du collectif. Donc ici, vous voyez, il est attaqué. Il va être attaqué tout de suite par deux joueurs. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec la semelle, faire un dribble vers l'arrière, latéral, il va passer le ballon. Et là, regardez la capacité qu'il a à mener le jeu. Voilà. Une touche, je remets proprement sur le côté. Là, ici, on voit bien, tout à l'heure, comme je l'avais montré, Steven, les deux lignes défensives. La densité forte autour de Rémi Cabella. Exactement. Donc, comme il est attaqué tout de suite, il n'a pas d'autre solution que faire un dribble latéral. Parce qu'il ne peut pas se projeter vers l'avant ici. Donc, les dribbles latéraux qu'il a fait sont légitimes dans ces situations-là. Par contre, ce qui se passe quand vous dribblez de manière latérale, c'est que le résultat du dribble est une construction qui reste latérale. Donc, on voit que le dribble est très bien fait, la passe est très bien faite, mais on reste toujours derrière cette première ligne. On ne casse pas la ligne. Voilà, là, il y a une perte de balle. Donc, la défense n'est pas en place. Et voilà, là, on remarque l'espace. Donc, si on connaît Rémi Cabella, est-ce que tu nous expliques? Dans l'espace, il pourrait aller jouer le 1 contre 1, solliciter le duel avec le défenseur. Exactement. On a parlé de dribble tout à l'heure. Mais on a deux sortes de dribble. On peut avoir un dribble qui est latéral, mais un dribble qui est plutôt vertical. Dans cette situation-là, perte de balle, la défense n'est pas en place. Il y a un espace qui va se libérer. Donc, le Rémi Cabella qu'on connaît est capable d'exploiter l'espace et casser une première ligne parce qu'un joueur va forcément se présenter devant lui. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il peut dribbler. Exactement. Comme tout à l'heure, il n'avait pas d'espace, il était plutôt obligé de dribbler de manière latérale. Ici, on a un joueur qui est sorti de sa ligne. On sait qu'en football, quand un joueur se jette, c'est beaucoup plus facile pour l'éliminer. On n'a pas besoin de faire une feinte, on a juste besoin d'éviter le joueur. Donc, ce qui aurait été ici, on va dire, plus approprié, c'est qu'il puisse l'éliminer d'un crochet simple, que ce soit vers l'extérieur ou l'intérieur, peu importe, parce que le défenseur s'est jeté. Imaginez-vous qu'il est positionné dans cet espace, derrière le défenseur. Il peut pouvoir servir Beric, ou continuer sur l'aile, ou se mettre dans une situation peut-être de frappe. On ne dit pas que le plus important, c'est d'éliminer pour éliminer, on dit qu'il faut éliminer au bon moment pour servir le collectif. Mais ce qui va se passer, c'est que cette capacité de dribble verticale, on va dire qu'il est un peu mis de côté depuis quelques temps. Donc là, il va jouer de manière latérale,
c'est très bien, il n'y a pas de perte de balle, mais sauf qu'on va rester toujours derrière le bloc de Dijon. Voilà, exemple atypique, très bien, très bon dribble. Il se débarrasse de ce joueur très facilement, avec un derrière la jambe. Le geste est beau et le geste est efficace, parce qu'il va éliminer ce joueur de manière verticale cette fois. Mais ce qui va se passer après, pour ceux qui connaissent un petit peu le football, il va se faire un kiff. Il va refaire un passement de jambe et il va mettre exactement le même dribble sur Balmont. Très gourmand, Rémi Cabella. Exactement, mais à ce moment-là, vous allez me dire, il est dans l'instinct, donc il va retenter un deuxième duel. Mais ce qui aurait été le plus efficace ici, voilà, encore une fois, s'il serait sorti de l'extérieur avec un crochet tout simple, il aurait gagné cet espace derrière. Je veux mettre la parenthèse sur quelque chose. Le dribble le plus efficace, ce n'est pas celui qui est le plus spectaculaire. C'est celui qui est le plus simple à s'adapter aux circonstances qu'on trouve. Là, on va me dire, comme il est en plein élan, comment peut-il réfléchir? Mais c'est là que des perceurs de défense comme Neymar, Robben ou Messi ont l'intelligence du dribble. Non seulement l'intelligence du jeu, mais ils arrivent à réfléchir pendant qu'ils sont en train de dribbler. Donc ils n'anticipent pas seulement la motion du jeu, mais la motion des arrivées des adversaires. Et ils calculent par rapport aux circonstances pour être dans la meilleure place. Ici, c'est très bien. Son kiff va marcher finalement, parce que Balmont va tomber dans ce dribble, mais ce dribble, finalement, il va être encore une fois latéral. Et à la fin, quand il va ressortir son dribble, ce qui est très intéressant, c'est que ce joueur qui a été éliminé il y a quelques secondes, il va reformer sa ligne. Donc finalement, on reste dans le même principe de dribble. Un dribble de construction, mais un dribble beaucoup plus latéral que vertical. Ici, on voit jouer le 1 vs 1, donc le 1 contre 1. Je parlais de latéralité dans le dribble, là dans la verticalité. Donc est-ce que Cabella doit y aller ou pourrait y aller à ce moment-là, chercher le 1 contre 1 et le duel? C'est difficile de dire qu'il doit y aller, parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose. Mais pour un joueur de ballon, parce qu'on connaît Rémi Cabella et on connaît sa capacité à éliminer les joueurs, la légitimité pour lui, par rapport aux circonstances, est beaucoup plus forte ici que dans une situation fermée. Tout à l'heure, on a vu 2 dribbles latérales qu'il a tentés qui étaient très légitimes, parce que les joueurs arrivaient sur lui. Mais quand l'espace s'ouvre, dans la prise de balle, on peut remarquer tout de suite qu'il n'a pas envie de se projeter dans l'espace. Se projeter dans l'espace pour jouer le 1 contre 1, ce n'est pas forcément, comme j'ai dit, pour être égoïste. C'est avec la capacité de passe qu'il a, se débarrasser de l'adversaire ici, la passe serait encore plus dangereuse pour Berić ou pour un autre joueur qui serait injecté dans la surface. Donc ce qui va se passer, c'est que comme il a une très bonne capacité de passe, il va insister justement pour être dangereux via la passe. Donc là, il va avoir une deuxième chance, la balle va revenir. Voilà. Il va rater sa passe. Voilà. Tu vois tout, Amine. Même Cabella qui s'en veut après ces 2 erreurs. Et là, voilà. Vous voyez, il se met le maillot sur la tête. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il n'a pas été lucide. On va lui pardonner la deuxième passe ratée, parce qu'on sait qu'en tant que joueur, que voilà, quand vous ratez une petite action avant, bien sûr, 80e minute, il y a aussi la lucidité qui rentre en jeu. Il est en fait tellement fort, je vais en profiter pour en parler de ça, tellement fort sur la passe, sur la créativité, la vision, que des fois, il a tendance à abuser, à vouloir faire toujours la différence via la passe. Maintenant, on va avancer, dernière situation. Voilà, il va se retrouver sur le côté droit. Il y a l'espace qui est ouvert. Et sur une situation comme ça, il y a beaucoup de joueurs qui auraient tenté le 1 contre 1 pour sortir extérieur ou pour frapper ou pour s'enfoncer. Mais je le répète une dernière fois, si on prend l'espace et on joue à 1 contre 1, ce qui peut arriver de bon, c'est aussi ça. C'est que vous allez supérer la ligne en éliminant le premier joueur. Et là, avec la qualité de passe qu'on connaît de Rémi Cabella, le centre en retrait ou le centre au milieu de la surface serait beaucoup plus dangereux que le centre qu'il va envoyer tout de suite. Regardez. Bon, un centre légèrement forcé vu la situation, voilà, encore une fois. Exactement. Maintenant, on va parler un peu du pressing et des efforts défensifs, parce que quand même, ça reste un match très sérieux de sa part. Malgré 67% de possession de Saint-Etienne, dans les moments où il fallait défendre, il va toujours venir faire le pressing, il va replacer les joueurs. Donc on voit que c'est un élément très important du système de Gasset. Voilà, là, il est sur le côté, vous allez le voir. Il va venir. Voilà, il va s'intéresser au jeu. Même s'il ne récupère pas le ballon, il empêche Dijon de pouvoir construire de ce côté-là. Voilà, dernière image, il revient, il voit Balmont qui va recevoir. Il va au pressing. Voilà, il récupère, relance avec Mvila qui va lui donner et il va reconstruire pour Bamba sur le côté. Voilà. Donc, on a un peu ciblé tout ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est voir la carte de chaleur, la heat map, comme on dit. Donc, il a évolué dans ce contexte-là. Vous voyez qu'à cause de la densité, si la densité de Dijon aurait été là, il a toujours été beaucoup plus relayeur, meneur-relayeur que meneur pur. Donc ici, on voit très bien que sa présence a été beaucoup plus dans le cœur du jeu que, on va dire, devant le but adverse. Merci Amine pour cette analyse. Je t'invite à me rejoindre pour conclure.
Pour conclure cette analyse, Amine, peut-on comparer Rémi Cabella avec celui de Montpellier qui dribble autant et qui frappait plus et surtout était plus décisif? Oui, effectivement, on peut le comparer. Maintenant, quand il était à Montpellier, il driblait autant. Comment on peut voir l'attitude d'un joueur? On va dire qu'il avait, à cette époque-là, une moyenne de 3,7 dribbles par match. Mais il continue à avoir la moyenne de 3,7 par match aujourd'hui à Saint-Etienne. Sauf que comme on a vu les images, il dribble beaucoup plus de manière latérale pour construire et passer le ballon que verticale et casser des lignes. Donc qu'est-ce qui se passe? La moyenne de passe a augmenté aussi. Donc il dribble pour passer et il frappe beaucoup moins. Aujourd'hui, il a une moyenne de frappe de 1,6 par match, sachant que des joueurs comme Fekir sont à 3,1, Thauvin à 3,9 et Neymar à 4,5. Et en fait, Rémi Cabella est tellement généreux, tellement collectif et bon au milieu de terrain dans l'organisation que quand il se retrouve dans le dernier tiers, il ne faut pas qu'il hésite à y aller de manière verticale, provoquer ou pour frapper ou pour donner le ballon. Merci Amine, pendant ton explication on a pu voir les exploits de Rémi Cabella à Montpellier et ses magnifiques buts. Merci à vous de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu cette analyse tactique. Amine, tu reviens bientôt? Oui, c'est sûr. Super, à très bientôt et nous on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Très bonne soirée.